Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 18 mai, un jour important aujourd'hui pour les Haïtiens qui célèbrent leur drapeau. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec notre invité Mathieu Bello, président de la Fédération franco-haïtienne de Guadeloupe. Mais avant, ouvrons notre page sociale. Mobilisation nationale des policiers aujourd'hui contre la haine anti-flic. Ils veulent alerter sur les agressions dont ils sont victimes, notamment en ce moment en métropole avec les manifestations contre la loi travail. Un mouvement également relayé en Guadeloupe. Un rassemblement a lieu en ce moment même devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre à l'appel des syndicats Alliance Police Guadeloupe ou encore UNSA Police. Ils ont d'ailleurs, comme vous avez pu le voir sur ces images, simulé le nombre de policiers tués en plein exercice. Et juste avant ce rassemblement, Éric Pommier a rencontré Christian Cloch, secrétaire régional UNSA Police. Il souhaite également aujourd'hui attirer l'attention de l'État sur les manques de moyens et d'effectifs. Christian Cloch, secrétaire départemental de l'UNSA Police, a le pas déterminé en ce jour où la police veut se faire entendre faute de moyens pour exercer dignement sa profession. Et en fait, on peut dire que c'est la grande préparation, les préparatifs avant le début de la manifestation devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Ici, au QG de l'UNSA Police, la tension est palpable. Tout le corps de métier se révolte, impuissant face à la réalité du quotidien, une violence qui gagne du terrain. Christian Cloch exprime haut et fort son désarroi. Les voyous, selon lui, se sont adaptés à une police entièrement démunie. On vit une violence qui est quotidienne, nous, forces de l'ordre. Nous sommes obligés de nous adapter également avec les petits moyens qui nous sont alloués et le peu d'effectifs dans les services. Il faut dire aussi que la révision générale politique des politiques publiques est passée par là, donc baisse d'effectifs, baisse des moyens. Donc si la police de Guadeloupe tient aujourd'hui, c'est grâce à la bonne volonté des collègues, des policiers qui la composent. Par ailleurs, l'UNSA Police pointe du doigt un gouvernement indifférent à la problématique spécifique du terrain dans le département. Christian Cloch fait état d'une réalité qui fait froid dans le dos. 45 homicides en 2015, 14 homicides depuis le début de l'année, 25 tués sur les routes depuis janvier. En fait, il y a une réelle colère, il y a un réel désarroi dans les services. Que les collègues, ils se sentent abandonnés par leur ministre de tutelle, à savoir M. Bernard Cazeneuve, qui jusqu'à maintenant n'a eu aucun mot à l'endroit des Guadeloupéens, des policiers guadeloupéens que nous sommes et de la population guadeloupéenne en général. À aucun moment, il n'a prononcé un mot d'indignation et de compréhension pour dire que c'est inadmissible ce qui se passe dans notre territoire. Les policiers en colère, suite et pas fin de leurs revendications, ils entendent revenir à l'assaut tant que la profession servira de cible, trop facile face à autant d'incivilités. Les policiers qui veulent donc attirer l'attention sur les violences quotidiennes, des agressions dont sont également victimes les sapeurs-pompiers de Guadeloupe. Elles semblent d'ailleurs s'être multipliées ces derniers temps. Dans un communiqué, le président du SDIS, Faber Micheli, lance un appel au civisme. Troisième jour de blocage de l'école Grand-Bois au Gosier. Depuis vendredi, les parents d'élèves protestent contre l'annonce d'une fermeture de classe à la rentrée prochaine. Une délégation est actuellement reçue par le recteur d'académie au siège du rectorat. Les précisions de Muriel Barlagne. Des parents et des élèves en colère devant le rectorat de la Guadeloupe. Ils dénoncent la fermeture d'une classe à l'école primaire Turenne-Thénard de Grand-Bois. Depuis le 12 mai, ils sont mobilisés. Ils ont lancé une pétition qui a obtenu 200 signatures et qui a été transmise au recteur d'académie Camille Galap par courrier. Ce dernier se serait montré réceptif lors d'une conversation téléphonique, mais ne se serait pas engagé. Pour ses parents d'élèves, cela ne suffit pas. On attend de sa part un engagement comme quoi il n'y aura pas de fermeture de classe parce que ça ne se tient pas. C'est vrai qu'il se résume aux chiffres au niveau du rectorat. Ils se sont d'ailleurs trompés, donc il est d'accord en fait pour revenir sur sa position. Donc, mais nous, on veut un engagement ferme qu'il n'y aura pas de fermeture d'école à la rentrée à Grand-Bois. L'école est restée porte close depuis le début du mouvement. Avec 160 élèves, elle a déjà fait l'objet d'une fermeture de classe l'année dernière. Pour ne rien arranger, on parle aussi du départ d'un enseignant à la rentrée prochaine. Pour les parents, cela signifie des classes surchargées. Un enseignant qui se retrouve avec 40 élèves et il y a des enfants aussi en situation de handicap, l'école sera trop surchargée. Nous ne sommes pas contre le double niveau. Ce que nous sommes contre, c'est le surcharge. Un double niveau avec un effectif convenable,
on accepte. Mais lorsqu'on se retrouve avec un effectif, une classe à double niveau avec 29 élèves, comment voulez-vous que l'enseignant travaille? Vers 10h, le recteur a accepté de recevoir une délégation de parents. Des parents décidés à ne rien lâcher tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Et de leur côté, ils ont également reconduit leur mouvement de grève. Depuis hier, 3 sections syndicales des finances publiques de Guadeloupe appellent à se mobiliser pour protester contre des suppressions de postes. Des suppressions qui auraient aussi bien un impact sur les salariés que sur les usagers. Les précisions de Yoann Charpentier-Titi. Suppression d'emplois, surcharge de travail, problèmes relationnels avec la direction. Voici les mots dont estiment souffrir les agents des finances publiques. Selon l'intersyndicale à l'origine du mouvement, ce sont 57 postes qui ont été supprimés les 3 dernières années. De quoi causer, toujours selon l'intersyndicale, des problèmes d'accueil pour les usagers. Lorsqu'ils viennent dans nos services, aujourd'hui, il y a une telle affluence parce que la direction régionale des finances publiques a décidé de mettre en un même lieu plusieurs services. C'est que les gens, lorsqu'ils arrivent par exemple à 7h du matin, ils ne vont passer qu'à 9h, 9h30, voire 10h. Mais pire encore, c'est que dès 9h, le directeur régional des services publics décide effectivement de fermer les services et donc il y a des gens qui restent dehors. Pour nous, ça c'est inadmissible. Avec donc des conséquences sur les conditions de travail des quelques 600 agents que comptent les finances publiques. En ce qui me concerne, j'ai perdu 50% d'effectifs en quelques années. Cela suppose que la charge de travail est répartie sur les agents restants et donc ça génère du stress et le travail est moins bien accompli en plus de temps notamment. Pour les grévistes, pas question de remplacer les trésoreries et donc les agents par la solution Internet. Se pose en effet la question de l'accessibilité à cet outil pour une population vieillissante. Sans oublier la qualité aléatoire de la connexion Internet sur l'île. Quand on sait le coût de la connexion Internet ici en Guadeloupe et quand on sait aussi la fiabilité de tout ça, on a des questions à se poser. Mais si le point majeur des revendications concerne l'accueil des usagers, un autre problème cristallise les tensions. Les mauvais rapports qu'entretiennent les représentants syndicaux avec la direction générale des finances publiques. Depuis près de 2 mois, l'ensemble des organes syndicales boycottent toutes les réunions avec le directeur. Donc le dialogue social est rompu, justement par rapport à tous ces points tous ces problèmes. Donc là, c'est pour montrer au directeur que les agents des finances publiques sont mobilisés, sont avec nous, et montrer également surtout aux usagers qu'on n'est pas complice des directives qui sont données. On les subit également, comme eux. Compliqué alors, dans ce contexte, d'entamer des négociations. Et puisque l'on parle d'impôts, notez que c'est le dernier jour aujourd'hui pour envoyer votre déclaration d'impôt sur le revenu. Si vous avez opté pour la version papier, malgré la grève, vous pouvez déposer cette déclaration dans les boîtes aux lettres. Mais si vous avez choisi Internet, eh bien, vous avez un délai supplémentaire jusqu'au 7 juin. En bref, le domicile de Lucette Michaud-Chevry a été perquisitionné hier. La présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, on le rappelle, a été mise en examen le 7 janvier dernier pour détournement de fonds publics et trafic d'influence. Les enquêteurs sont à la recherche de preuves éventuelles concernant des travaux effectués dans son appartement parisien. Haïti célèbre aujourd'hui la fête du drapeau. C'est en effet le 18 mai 1803 que fut créé le drapeau haïtien bleu et rouge tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce jour-là, l'un des chefs de la révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, a arraché la partie centrale, la partie blanche du drapeau français. En fin de journée, donc, une grande fête aura lieu au hall Paul Chonchon à Pointe-à-Pitre. Et pour parler de ce jour particulier, nous recevons ce midi Mathieu Bello, président de la Fédération franco-haïtienne de la Guadeloupe. Bonjour. Bonjour Alizé TV, bonjour. Alors, juste une petite précision, c'est président de la Fédération d'associations franco-haïtiennes de Guadeloupe. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants de votre regroupement d'associations. Aujourd'hui, donc, c'est la fête du drapeau. En quoi cette fête est importante pour les Haïtiens ?
Bon, déjà, le drapeau, c'est notre carte d'identité, c'est ce qui permet de nous identifier partout où on est. C'est aussi le symbole de l'Union, parce que ce drapeau est né en 1803, effectivement, dans une commune qui s'appelait La Caillet. Et cette commune, il y a eu une très grande réunion où, effectivement, la partie blanche du drapeau a été arrachée, et pour symboliser l'union des Noirs et des mulâtres à l'époque. Donc, ce drapeau, c'est vraiment le symbole qui représente Haïti et qui représente chaque Haïtien à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors, Mathieu Bello, un mot sur la situation actuelle en Haïti. On en parle beaucoup ces derniers temps, avec notamment le deuxième tour de l'élection présidentielle qui n'a toujours pas été fixé. Votre avis Bon, en général, nous, on préfère toujours quand même laisser la chose politique aux politiciens. Et nous, en tant que membres de la société civile, des organisations associatives, on s'occupe de nos compatriotes en difficulté, on s'occupe de la culture, à faire vivre Haïti dans le pays, même si le pays connaît des périodes difficiles sur le plan politique. Je sais effectivement qu'il y a une élection qui est dans l'impasse. Il y a un comité, il y a un gouvernement provisoire. Mais le drapeau haïtien continue à exister en dépit de la situation du pays. Et c'est pour ça, le mercredi 18 mai 2016, on a essayé de rassembler la plupart des associations haïtiennes, avec bien entendu l'aide de notre consulat général d'Haïti, et pour organiser une célébration qui a de l'importance, parce que cette date pour nous est une date où les Haïtiens se rencontrent entre eux, les Haïtiens rencontrent les autres. Déjà, ça nous permet, nous, de se rappeler de notre origine, de permettre aussi aux gens qui ne sont pas haïtiens ou aux sympathisants de découvrir notre façon de vivre et nos mœurs, et voir aussi comment nous, on s'attache avec ceux qui nous appartiennent. Votre fédération regroupe combien d'associations ? Actuellement, on est à 6 organisations, 6 associations, avec Amnesty International qui fait partie de notre fédération, d'où le nom d'association franco-haïtienne. Une dernière question, que va-t-il donc se passer donc c'est en fin de journée au hall Paul Chonchon, donc c'est à partir de 17h et jusqu'à 23h, je crois. Que va-t-il se passer ? Jusqu'à 23h, effectivement. Je pense que je profite de votre antenne pour inviter vraiment toute la population, ceux qui ont déjà eu l'occasion de participer. On a dit ça va être pour eux cette année l'étonnement de voir un petit peu comment on s'est organisé, bien entendu. C'est une manifestation qui sera riche, mais vraiment extrêmement riche. Et déjà, au départ, il y aura le défilé de fanfares, des coordonneurs. Et après, le programme, ça va être vraiment un super plateau artistique avec différents types de musique toujours haïtiennes, représenter des musiques pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour vraiment les personnes un peu plus âgées. Donc vraiment une manifestation que j'invite tout le monde à venir. Et sur le plan de sécurité, tout est prévu pour que ça se passe bien. Bon, en général, il n'y a pas de problème, mais cette année, on a quand même mis le paquet sur le côté sécuritaire afin que tout le monde puisse passer un moment agréable et qu'on rentre chez soi avec un souvenir qui ne sort pas de la tête. Merci Mathieu Bello d'avoir accepté notre invitation ce midi. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons ce midi à Puerto Rico. Puerto Rico avec un premier cas de microcéphalie due au Zika. Le Belize et le Guatemala, eux, sont toujours sous tension. Mais tout de suite, nous prenons la direction du Venezuela où une nouvelle vague de pillage a eu lieu la semaine dernière. Voici l'actualité Caraïbe. Ramon Muchacho, le maire de la municipalité de Chacao, a averti que les îles des Caraïbes et la Colombie pourraient subir un afflux important de réfugiés en provenance du Venezuela si les pénuries alimentaires continuent dans le pays. Ramon Muchacho informe que les habitants sont réduits à la chasse des chats, des chiens et des pigeons pour se nourrir. Une nouvelle vague de pillage dans les supermarchés a eu lieu la semaine dernière dans plusieurs supermarchés de la capitale Caracas, causant 2 morts, d'innombrables blessés et des millions de dollars de pertes matérielles. En cause, le désespoir des habitants affamés dans un pays qui semble être au bord du chaos. Au cours des 2 dernières semaines, plusieurs provinces ont subi le pillage de pharmacies, de centres commerciaux, de supermarchés et de camions de livraison de nourriture. Dans les rues, les cris clamant « Nous avons faim » ont été entendus. En réponse, le président Maduro a déclaré l'état constitutionnel d'urgence et a déployé ses forces militaires le long de sa frontière.
Les tensions sur la frontière contestée entre le Guatemala et le Belize se sont accrues ces dernières heures. Les patrouilles du Belize ont tiré et blessé un Guatémaltèque qui les menaçait avec une machette alors qu'il avait franchi la frontière de 5 miles avec un groupe de personnes. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Guatemala n'a pas contesté que les Guatémaltèques étaient sur le territoire bélizien, mais a accusé Belize d'utiliser la force excessive. Cet incident a eu lieu quelques heures après qu'une équipe de l'Organisation des États américains, l'OEA, a visité une partie de la frontière afin d'examiner la zone où un Guatémaltèque de 13 ans avait été tué par une patrouille bélizienne le 20 avril dernier, alors qu'il traversait illégalement la frontière. Les deux pays ont demandé à l'OEA d'enquêter sur l'incident, conséquence d'une doléance vieille de 150 ans portée par le Guatemala, qui réclame plus de la moitié du territoire bélizien. Le premier cas de microcéphalie due au virus Zika a été confirmé par le Centre de contrôle et de prévention, le CDC, à Porto Rico. La microcéphalie est une malformation de la boîte crânienne des bébés qui naissent avec une tête plus petite que la normale. Le mois dernier, le CDC avait déclaré une situation particulièrement sombre de la transmission du virus Zika à Porto Rico, avec potentiellement des centaines de milliers de résidents touchés. Les États-Unis ont alloué plus de 85 millions de dollars au ministère de la Santé afin de protéger les Américains contre l'infection Zika et les conséquences négatives associées sur la santé, comme les microcéphalies. Même si cette somme paraît importante, elle ne suffirait tout de même pas à apporter une réponse globale contre le virus Zika, selon le CDC. À l'approche des mois pluvieux, les États-Unis craignent une propagation du virus sur leur territoire. Si tel est le cas, un grand nombre de femmes enceintes et de personnes âgées risqueraient d'être contaminées avec l'ensemble des complications susceptibles de se développer. À l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin contre le virus Zika. Retour en Guadeloupe avec cette commémoration hier matin à Basse-Terre, une cérémonie du souvenir pour marquer le 72e anniversaire de la mort de Félix Éboué, un homme qui a marqué la Guadeloupe puisqu'il en fut gouverneur en 1936. Les autorités civiles et militaires étaient présentes, tout comme des collégiens. Le reportage de Marion Bordier. 72 ans après, la mémoire de Félix Éboué est toujours aussi vivace. Toutes les générations, ou presque, ont tenu à rendre hommage à celui qui fut gouverneur intérimaire de la Guadeloupe de 1936 à 1938. L'homme aura marqué son temps en réduisant le déficit public ou encore en mettant en place les réformes du Front populaire. Félix Éboué a été nommé par le gouvernement du Front populaire pour venir rétablir la paix sociale en Guadeloupe. Ça allait très très mal. L'esclavage n'existait plus, mais il existait pire, puisque les Noirs étaient libres, mais ils étaient encore plus exploités par les Blancs que pendant les moments où ils étaient enchaînés. Droit du travail, logements sociaux, routes, stades, chambres d'agriculture, l'archipel doit beaucoup à ce Guyanais, passionné du continent africain. L'autosuffisance et la jeunesse lui tenait particulièrement à cœur, une jeunesse mise à l'honneur au cours de cette cérémonie commémorative. Il était gouverneur du Tchad et c'était le tout premier à répondre à l'appel du général de Gaulle pour la France libre. C'est en Afrique équatoriale que s'est tenue la base de la France libre, avec 40 000 hommes. Du coup, c'est grâce à lui que la France est devenue la France qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être que l'histoire aurait pris un autre tournant sans qu'il intervienne. Félix Éboué, un fervent défenseur du progrès social, porte des valeurs de travail, de solidarité, de non-violence et d'indépendance. Des valeurs qui résistent tant bien que mal au temps qui passe. Nous croyons en la Guadeloupe et en ces valeurs que nous défendons nous-mêmes, que nous portons. Nous croyons justement que ces valeurs-là vont continuer à vivre, même 72 ans après sa mort. C'est en 1949 que Félix Éboué est entré au Panthéon. Son discours « Jouer le jeu », prononcé en juillet 1937 au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre et destiné à la jeunesse, résonne encore dans bien des têtes. Je ne résiste pas, quant à moi, au désir de vous indiquer, mes jeunes amis, une autre formule qui permet de gagner, sinon à tous les coups, mais de gagner sûrement en définitive. Et je vous dirai, jouez le jeu! L'indépendance nationale de la Guadeloupe, il en sera question ce soir au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre lors d'une conférence débat organisée par le mouvement indépendantiste FKNG. Une conférence intitulée « Résistance, réparation, révolution ». Plus de détails avec Luc Renette, membre du bureau du FKNG. Il était notre invité hier soir.
Nous allons parler de notre situation depuis, je dirais, la colonisation, donc depuis 381 années. On vient de parler donc de Félix Eboué qui disait jouer le jeu. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord pour cette démarche que jouer le jeu, c'est-à-dire acceptons le pari de l'assimilation. Aujourd'hui, notre pays est intégré, je dirais, à la fois à la France et à l'Europe, et nous en voyons les conséquences. C'est-à-dire que nous avons des freins au développement qui sont totalement liés au fait que nous sommes dans cet ensemble européen. Et pour sortir, si vous voulez, de ces contraintes, il faut sortir du système. J'en veux pour preuve actuellement la crise de l'élevage. J'ai entendu parler donc de l'Iguavi qui n'arrive pas à écouler ses produits. Pourquoi ? Parce que les grandes surfaces aujourd'hui proposent des prix cassés à partir d'importations venues d'Europe. Or, il est évident que tant qu'on n'aura pas la capacité de légiférer, la capacité de mettre une protection sur nos productions, le système va faire que nous allons décliner économiquement. Cette conférence débat organisée par le FKNG à partir de 18h30 ce soir au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Prenons à présent la direction de Petit Canal où c'est l'effervescence. Les marins-pêcheurs sont en plein dans les préparatifs de leur fête qui aura lieu ce dimanche. L'association des marins-pêcheurs et des plaisanciers de Petit Canal est à pied d'œuvre pour recevoir comme il se doit le public, comme l'a constaté Éric Pommier. Nous sommes sur le petit port de pêche de Petit Canal et depuis un mois, tous ces hommes sont à pied d'œuvre sur ce petit chantier, une fois par semaine à raison de 8 heures de travail jour non-stop, à prendre des mesures, scier, couper, découper et enfin emboîter. Ils sont tous marins-pêcheurs ou plaisanciers de la commune, tous concentrés sur la construction d'un abri autour de ce container qui pendant un an servait d'entrepôt. L'association, avec autorisation et dans les règles de la construction, bénéficie d'une surface de 100 mètres carrés pour être mieux lotie. Il y a en préparation la fête des marins-pêcheurs prévue ce dimanche 22 mai. Alors, embellir les lieux est devenu une priorité pour bien recevoir dignement la population. Les travaux avancent plutôt bien, tout matériel confondu. Cette réalisation aura coûté près de 8 000 € sous fonds propres de l'association. C'était très important pour l'association parce que depuis 2012, nous sommes sur le site, mais nous n'avons pas d'abri, nous n'avons pas d'endroit où stocker nos affaires. Les marins-pêcheurs se font voler chaque jour, donc on a décidé de faire l'acquisition d'un conteneur et de faire l'habillement de ce conteneur. Éric Auguste est marin-pêcheur à Petit Canal et heureux d'admirer tout le travail qui a été entrepris, surtout depuis qu'il a pris la tête de l'association des marins-pêcheurs en 2012. Aménagement du littoral sur près d'1 hectare avec la complicité de l'ONF et le collège de la commune, nettoyage de la rive gauche du canal et autres travaux d'embellissement du petit port de pêche. Outre tous ces engagements, Éric Auguste tient avant tout à cette fête des marins-pêcheurs qui est organisée depuis 3 ans, depuis en fait l'installation de la nouvelle municipalité. C'est très important pour tous les marins-pêcheurs parce que nous avons invité pas mal d'associations des marins-pêcheurs de la Guadeloupe. Chaque année, elles viennent en nombre et cette année, nous espérons avec les réservations que nous avons déjà, qui seront beaucoup plus nombreux cette année. Le 22 mai, Éric Auguste a préparé un programme sur mesure pour que la fête soit belle, ainsi permettre aux invités de découvrir autrement Petit Canal et son littoral, et surtout cette messe, moment précieux pour hommes du grand large. Vous savez, les marins-pêcheurs, ce sont des croyants. Ce sont des croyants depuis toujours. Moi, je suis d'origine saintoise, donc je connais ce que c'est que la fête des marins. Et puis, nous organisons cette fête, cette messe aussi en accord avec la municipalité, pour aller jeter une gerbe pour les marins décédés. Un port de pêche dynamique, revu et amélioré, un littoral transformé, bientôt un nouvel abri qui à terme sera transformé en local fermé. Des projets, Éric Auguste en a plein la tête malgré une conjoncture difficile, mais il reste digne, car il rappelle que la pêche est une activité noble. Parole d'un homme qui a laissé tremper ses lignes dans le désert bleu depuis pratiquement sa tendre enfance. Et rendez-vous donc ce dimanche à Petit Canal pour cette fête des marins-pêcheurs. Avant de se quitter comme chaque jour, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Sachez qu'à Goyave, des travaux sont effectués sur le réseau depuis ce matin. La distribution de l'eau potable est interrompue dans les secteurs de La Rose, Blonzac, Mornagom et Chemin Grand Route. La même chose à Petit-Bourg dans les secteurs bas de Bergette. Retour à la normale prévu dans les prochaines heures. Et puis à Bémao, une casse s'est produite ce matin sur le réseau. Conséquence, l'eau est coupée dans les secteurs de Bragelogne, Calvaire, Calvaire-Chapelle, Convenant
Venance, Dalcia, Dorville, l'Official, la Digue ou encore la Retraite. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans la journée. Un mot sur vos prévisions météo. La pluie pourrait s'inviter cet après-midi dans le ciel guadeloupéen. Il y aura malgré tout de belles éclaircies sur l'ensemble du territoire. Les températures afficheront dans l'après-midi entre 28 et 31 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi de l'actualité nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.